28 août 1947, à Linares en Espagne, un homme, balafré, blessé pas moins de 18 fois et lassé d'être une idole d'un public sans cesse plus exigeant, entre dans l'arène. Sa décision est prise. Dans quelques semaines, il arrêtera la corrida. Il ne le sait pas encore, mais ce jour-là, il a rendez-vous avec la mort. Il s'appelle Manolete. Qui était-il? On l'appelait le monstre, le calife. En 1917, Manuel Rodríguez Sánchez dit Manolete, né dans une Espagne qui, si elle est restée neutre pendant la Première Guerre mondiale, n'en demeure pas moins en proie à de graves difficultés économiques. Le pays vit depuis 1902 sous le règne du roi Alphonse XIII, très loin des préoccupations de son peuple. Sous l'impulsion des républicains et des socialistes, grèves et manifestations embrasent le pays pour réclamer des meilleures conditions de vie. La dimension insurrectionnelle, révolutionnaire, fait que la bourgeoisie et les militaires vont s'associer finalement pour soutenir le régime en place. Ce qui est bien que la répression, qui va être une répression sanglante, va entraîner un maintien du statu quo politique. Et on va entrer dans une espèce de routine avec toujours une alternance qui va durer en fait jusqu'en 1923, c'est-à-dire jusqu'au coup d'État de Miguel Primo de Rivera. Manolete naît le 4 juillet dans la ville de Cordoue. Sa mère, veuve d'un torero dont elle a eu 2 enfants, s'est remariée avec un matador, Manuel Rodríguez. Ensemble, ils ont eu 2 filles et un seul garçon, Manolete. Aussi, dès l'âge de 4 ans, son père ne peut s'empêcher d'amener son fils voir ses premières corridas. Mais à l'automne 1922, Manolete se retrouve orphelin de père. Sa mère, pour faire vivre sa famille, est obligée de déménager dans une habitation plus modeste. Dès lors, le petit Manolete, se sentant responsable des siens, n'a plus qu'un seul objectif, devenir matador. Le fait que ce soit le seul homme au milieu de 5 femmes lui donne effectivement très vite un rôle central, mais c'est peut-être aussi pour se sortir de cette atmosphère assez pressante, assez lourde, au moins trop féminine, qu'il a cherché justement un métier, une profession qui est considérée comme une profession très virile. La vocation du petit Manolete va virer à l'obsession. Il délaisse les jeux de ballon et n'a de cesse de s'entraîner. Une voisine qui connaissait bien la maison de Manolete, elle expliquait qu'elle se penchait sur le mur, elle le voyait, il s'entraînait à stocker un palmier qu'il y avait dans la petite cour de la maison familiale. Manolete a 11 ans. Vient alors pour lui le temps du vrai apprentissage du métier de torero. Et même si à cette époque les écoles taurines n'existent pas, il se rend tous les jours dans ces lieux dédiés où les plus vieux apprennent aux plus jeunes à devenir matadors. On apprend la technique, qu'est-ce que c'est que le taureau, comment le combattre, s'aligner devant lui, mais on apprend aussi à se tenir. C'est-à-dire qu'être torero, c'est avoir un comportement moralement impeccable. Être torero, c'est essayer d'être digne tout le temps. Ce sont des habits de noces que le torero devra revêtir lorsqu'on lui annonce que le moment approche. Et il se trouvera en proie à une peur sacrée. Cette peur de se trouver face à face avec l'ambassadeur de la Dame Blanche et la crainte de lui plaire accompagne le torero jusqu'à l'heure où la moindre attente ferait déborder cette angoisse qu'il dissimule et qu'il emplit jusqu'au bord. Jean Cocteau. Apprendre la technique au cœur de ces écoles improvisées ne suffit pas au jeune Manolete. Il doit se confronter à l'animal. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule solution. Trouver sa place dans les différentes tientas de la région. Dans les élevages, la tienta est une sorte de test pour éprouver le courage de la lignée des taureaux qui devront combattre dans l'arène. Alors les jeunes toreros profitent de ces moments pour s'entraîner avec des animaux vivants. Mais à l'époque, ils devaient aller de propriété en propriété, d'élevage en élevage, pour espérer toréer un petit peu et pour acquérir leur expérience. Mais la famille de Manolete est modeste. Aussi, c'est à pied, dans le froid, la chaleur, et se privant parfois de manger, que le jeune apprenti toraire fait plusieurs kilomètres dans l'espoir de toréer une vachette. En 1931, malgré des progrès économiques, la population est lasse de la dictature qui domine l'Espagne depuis 8 ans. Le peuple veut la démocratie. Des élections municipales sont organisées au mois d'avril. C'est le parti républicain qui les remporte.
Contre toute attente et à l'encontre de la Constitution, la République est proclamée. Si les Espagnols espèrent beaucoup de ce changement de régime, Manolete, lui, est bien trop occupé par sa carrière pour s'inquiéter de ce marasme politique. Infatigable, il va de tienta en tienta, jusqu'au jour où un homme le repère. C'est un ancien torero devenu apoderado, agent de Matador. Il s'appelle José Camara. Il a réussi à se faire remarquer, mais cela n'est pas étonnant, car il avait une capacité de ce qu'on appelle l'aguante, c'est-à-dire ce stoïcisme pour ne pas bouger, pour rester là devant le taureau. Sous l'impulsion de son impresario, Manolete devient novillero et peut enfin toréer en public des taureaux de moins de 4 ans. C'est sa dernière étape avant de devenir matador. Mais certains soirs, blessé ou harassé par ses nombreuses corridas, il doute. Il y a des moments durs, il y a des nuits, il y a des soirs, il y a le jour où on n'a pas réussi, il y a les publics qui est dur. Et là, l'apoderado est une figure très importante et probablement Camara, qui semble être un homme assez retenu, correspondait exactement à la personnalité dont avait besoin un homme comme Manolete. Désormais gagnant correctement sa vie, Manolete peut faire vivre sa famille et se faire coudre son premier habit de lumière. Lui qui jusqu'alors devait louer de vieux costumes, ayant déjà servi dans de nombreuses arènes. Ainsi, il affiche enfin ses couleurs et revêt pour la première fois cette deuxième peau, si importante pour tous les toreros. Je pense que quand il sort dans l'arène, il s'essaye en même temps de se cacher derrière ce costume, mais en même temps, ce costume montre leur fragilité, leur physique, leur anatomie, et qui est un petit peu le symbole de ce corps qui peut être atteint, et qui commence toujours par le costume. Il est difficile de rendre avec des mots la curiosité pleine d'angoisse, l'attention frénétique qu'excite cette situation qui vaut tous les drames de Shakespeare. Dans quelques secondes, l'un des deux acteurs sera tué. Sera-ce l'homme ou le taureau? Ils sont là, tous les deux, face à face, seuls. Dans ce duel, le taureau a tout l'avantage matériel. Il a 2 cornes terribles, une force d'impulsion immense, la colère de la brute qui n'a pas conscience du danger. Mais l'homme a son épée et son cœur. Théophile Gautier. En 1936, la carrière du jeune novillero Manolete va être brusquement ralentie. Depuis les émeutes ouvrières de 1934, réprimées par un certain général Franco, 2 grands blocs s'opposent en Espagne. D'un côté, une gauche populaire et de l'autre, une droite réactionnaire. Et c'est en février 1936 que la victoire des partis de gauche met le feu aux poudres. Immédiatement, le patronat, l'Église et les grands propriétaires s'insurgent contre le verdict des urnes. En juillet, le général Franco organise un coup d'État. C'est le début de la guerre d'Espagne. C'est la guerre civile. C'est une guerre fratricide qui divise non seulement des régions, mais aussi des familles. Il est très fréquent, évidemment, qu'un frère soit républicain, que l'autre frère soit nationaliste. On se fait la guerre, y compris au sein des mêmes familles. Des 2 côtés, les exactions sont terribles. Les franquistes se livrent à une répression sauvage, à une justice expéditive et terrorisent leurs opposants. C'est dans ce contexte d'une violence absolue que Manolete est appelé sous les drapeaux. Pour le cas de Manolete et pour le cas de tous les toreros, ils vont se retrouver dans une situation très similaire à beaucoup d'Espagnols. C'est-à-dire que si la province est républicaine, on va adopter ou faire semblant d'adopter les us et coutumes républicains, et même chose dans la zone nationaliste. À l'armée, si Manolete porte l'uniforme des nationalistes, il ne participe pourtant pas à la guerre. Novillero reconnu, il bénéficie d'un statut privilégié et continue à aller toréer, même si une pénurie de taureaux frappe alors les corridas. La famine est arrivée, et de ce fait, les élevages de taureaux de combat ont été vus par un grand nombre de citoyens espagnols comme de grandes réserves de nourriture. Du coup, les élevages se sont énormément appauvris entre 1936 et 1939. Pendant plus de 3 ans, le pays va souffrir. Si plus de 400 000 Espagnols y laisseront leur vie, le reste de l'Espagne aura des conditions de vie terribles. Aussi, en mai 1939, lorsque le général Franco pénètre dans Madrid et proclame que la guerre est finie, c'est une nation en sang qui voit s'installer une dictature. Immédiatement, le régime franquiste va réprimer violemment son peuple. Et c'est dans une Espagne à terre que Manolete prend son alternative. L'alternative, c'est le passage
Pour un novillero, c'est-à-dire un apprenti torero qui jusque-là combat des taureaux âgés de 3 ans, au stade supérieur où il affronte des taureaux adultes de 4 ans, 5 ans. Dans les arènes de Séville, Manolete devient matador de taureaux et affronte désormais des bêtes de plus de 500 kilos. S'il réussit brillamment cette sorte d'examen de passage, il affirme en même temps son style. À l'inverse des autres, il pratique une tauromachie exceptionnelle, immobile et au plus proche de l'animal. Manolete a apporté à la corrida la ligazón, c'est-à-dire le pouvoir de réaliser plusieurs passes consécutives avec le même taureau, tout en gardant la possibilité de se positionner pour anticiper les suivantes. Une quiétude du corps, sans tremblement, sans peur, amenant le taureau à suivre la muleta. Manolete commence enfin à être reconnu dans une Espagne traumatisée qui voit en lui l'incarnation de la volonté de vaincre. Il porte aux Espagnols cet espoir. Je m'en sors, mais je m'en sors moyennant un grand effort, car tout Espagnol en général, et en particulier un Espagnol de l'époque, reconnaît en torero une dimension différente de celle du commun des mortels. Si j'étais espagnol, je me garderais bien de porter, au nom des subtilités nouvelles, la moindre atteinte à ces jeux héroïques. Je voudrais, au contraire, leur rendre tout leur lustre. Supprimer, comme quelques personnes vous le conseillent, les corridas. Vous voilà aussitôt envahi par le vaudeville, les propos à double sens, les fadeurs et les obscénités bourgeoises. Sans compter que le véritable art trouve infiniment mieux son compte dans le coup d'épée que dans tout cela. Edgar Quinet. En 1939, le second conflit mondial éclate. À Hendaye, le 23 octobre 1940, Hitler rencontre Franco. Le Führer veut que l'armée espagnole rejoigne le Troisième Reich, mais le général refuse. Après 3 ans de guerre civile, l'Espagne doit rester neutre. Pendant ces heures troubles, Manolete assoit sa notoriété. Au mépris de sa fatigue, il voyage sans cesse et enchaîne les corridas. Manolete était celui qui toréait le plus. Il devait faire de très longs voyages de nuit, en train, ou avec sa voiture qui ne marchait pas très bien sur des routes en très mauvais état. Souvent, il arrivait in extremis pour enfiler son costume de torero et entrer dans l'arène. Manolete est devenu une véritable star. On le chante, on le peint, on le décline sous toutes ses formes. Le peuple vénère Manolete. Et même si Abel Gans commencera un film sur lui qu'il ne pourra terminer faute de budget, les intellectuels et les artistes veulent se l'approprier. À Madrid, où ils le rencontrent régulièrement au restaurant Lardy pour échanger avec lui sur leur passion partagée, la tauromachie, pour tous, comme Picasso et Dali, Manolete le Matador incarne l'expression de l'art suprême. C'est le seul art dans lequel, si vous vous trompez, vous mourrez. Le torero travaille avec une matière dangereuse, voire même très dangereuse. Vous pouvez travailler une matière difficile et dure comme le marbre, elle ne pourra jamais vous tuer. Il est impossible pour un imposteur de se présenter face à un taureau. C'est du théâtre, de la religion. C'est très plastique et même musical à la fois. C'est un art très entier qui tient du rapport entre la vie et la mort, la bête et la non-bête. Célèbre, Manolete s'enrichit et offre à sa mère une des plus belles villas de Cordoue. Face à cette réussite, le public lui en demande toujours plus et en veut pour son argent. Beaucoup crient à l'imposture et commencent à le siffler. Le public de l'époque n'avait pas beaucoup de moyens et devait payer très cher son billet d'entrée. Malgré tout, Manolete remplissait les arènes, car son public se privait de fumer ou de boire pendant une semaine pour le voir toréer. Devant les huées de ses supporters, Manolete est humilié au plus profond de sa passion pour le taureau. Aussi décide-t-il d'en donner encore plus face à l'exigence du public. Si pendant toute une corrida, un matador doit en permanence observer les yeux de l'animal afin d'anticiper toute charge dangereuse, Manolete, lui, commence à toréer en ne regardant plus la bête, mais en fixant les gradins. Acte de bravoure, acte de provocation.
C'est une façon de dire au public, je mets ma vie en jeu au point de ne même pas chercher à la défendre, même de perdre de vue le taureau, alors qu'en principe on dit qu'il ne faut jamais perdre de vue la tête du taureau. Là, je vous regarde et comme ça vous pouvez mesurer l'intriga, mon don, le don de mon être que je vous fais. C'est dans ce contexte entre gloire et désamour, et lors d'une soirée avec des artistes à Madrid, que Manolete rencontre Lupecino. Entre eux, c'est le coup de foudre. Mais Lupecino, jeune actrice divorcée, est la fille d'un républicain dans une Espagne franquiste et religieuse. Aussi traîne-t-elle une réputation contestée et des plus sulfureuses. Manolete s'est dit « Je me fous de ce que cette femme a pu être avant. Ce que j'aime, c'est ce qu'elle est maintenant. » Il en était fou amoureux. Manolete est enfin un homme heureux. Pourtant, la presse, comme sa quadrille, refuse cet amour et colporte que Lupe n'est attiré que par l'argent. Déchiré, le matador voit même sa mère lui demander de rompre. Et là, je crois qu'effectivement, il met sa mère au défi et Doña Angustias n'accepte absolument pas cette femme, mais elle n'accepte certainement pas l'emprise, le fait que cette femme, quelque part, ait repris sa place auprès de son fils. Mais Manolete a le goût du combat et veut aller au bout de cette faena amoureuse. En novembre 1945, il décide de s'éloigner de toutes ses cabales et se rend au Mexique pour y affirmer sa place de meilleur torero au monde. Le triomphe du matador est immédiat. Il était très connu. On l'attendait avec une telle impatience qu'on lui a fait construire la plus grande arène du monde, la Plaza Monumental de Mexico, une arène capable d'accueillir 50 000 spectateurs. Si Manolete est acclamé au Mexique, c'est aussi grâce à beaucoup d'Espagnols qu'il doit son triomphe. Depuis la guerre d'Espagne, plus de 15 000 de ses compatriotes se sont réfugiés dans ce pays et y ont créé un gouvernement républicain en exil. Se moquant de ce que pourra penser le régime franquiste, Manolete rencontre un de leurs leaders, Indalecio Prieto, chef des socialistes en exil. Manolete a pris le temps de déjeuner chez les Républicains avec le président du parti en exil, Indalecio Prieto, qui a dit sur lui une phrase très symbolique. « C'est l'Espagnol le plus courageux que je n'ai jamais vu. » Au Mexique, loin d'un public versatile, loin de sa famille, loin d'un pouvoir omniprésent voulant récupérer son image, Manolete se sent enfin libre. On dirait que c'est un autre homme à Mexico. Il n'a plus ce poids de l'Espagne noire derrière lui. Voilà, il n'a plus le poids de sa famille, de sa mère, etc. Il devient un jeune homme. Le monstre des arènes aime ce Mexique qui ne le juge pas. L'année suivante, il y retourne avec Lupecino. Loin de tous ses détracteurs, le couple vit enfin son amour dans la lumière. En Amérique du Sud, Manolete est un torero comblé. Mais à son retour sur le vieux continent, un nouveau combat l'attend. Quand la mort rôde si près, quand la barrière de la vie se délimite par la fine ligne rouge d'une artère fémorale exposée aux cornes, le mensonge disparaît, anéanti par l'avènement impérieux d'une réalité crue et non cruelle, mais c'est un fait, sanglante. Telles sont les arènes des autels d'un rite plus ancien que le christianisme. Paco Aguado. En 1947, lorsque Manolete revient en Espagne, il a la ferme intention de mettre un terme à sa carrière pour retourner vivre au Mexique et y épouser Lupecino. Il avait l'intention de se marier en 1948, d'arrêter la tauromachie et de s'installer au Mexique avec Lupecino pour fonder une famille. Dans ce pays, il n'y avait pas tous les préjugés religieux qui l'affectaient beaucoup en Espagne. D'autant plus que le public de Manolete s'est découvert une autre idole, en la personne de Luis Miguel Dominguín, un jeune torero prometteur et plein de charme, qui voit en Manolete le seul et unique rival qu'il lui faut détrôner. Dominguín avait dit, avec son index levé au ciel, qu'il voulait être le numéro 1. Et pour le devenir, il devait affronter et vaincre Manolete. Manolete a déjà toré aux côtés de Dominguín. Les deux hommes se respectent. Mais le public en veut plus. Aussi, le 28 août 1947 à Linares, la foule arrive en masse pour cette corrida où les deux hommes doivent à nouveau se retrouver face à face. Manolete en a assez de toujours devoir prouver plus. À l'hôtel, quelques heures avant la corrida,
Les deux adversaires se croisent et Manolete ne peut cacher sa lassitude. Il dit à Luis Miguel, « Je n'en peux plus. Il faut que je m'enfuie. C'est insoutenable. Le public m'en demande trop. Tu verras comment sont les gens. Ils vont se liguer contre toi parce que tu occupes la place du meilleur torero. » Le public muni de sifflets confirme ses dires. Malgré tout, pour le séduire à nouveau, Manolete a décidé d'affronter comme deuxième taureau un animal issu de l'élevage Miura. À l'époque, c'est le taureau qui a tué le plus de toreros. C'est un taureau qui est beaucoup plus sauvage que les autres. Notre taureau est différent à cause des croisements que nous effectuons. C'est un taureau qui apprend vite. C'est un taureau qui comprend plus rapidement qu'un autre les erreurs du torero, les doutes du torero. Si le torero hésite, le taureau le sent. Alors il prend le dessus sur les passes du torero. On peut dire alors qu'il est plus fort que le torero. Face à Islero le taureau, la faena de Manolete est remarquable. L'homme et la bête ne font plus qu'un. Puis vient le moment ultime, l'instant du sacrifice. C'est le temps de la mise à mort. Pour donner la mort à un taureau, il faut risquer sa propre mort, risquer sa vie. C'est ça la loyauté des estocades loyales. Manolete est face à son taureau. Mais Islero réagit mal et ne se place pas au centre de la piste. Et tous les gens qui voient l'estocade voient un type qui estocke de façon très très lente en décomposant, et comme si c'était un geste suicidaire. Trop sûr de lui, fatigué de vivre, le torero donne la mort au taureau. Au même moment, Islero l'encorne et blesse profondément Manolete au triangle fémoral. Après plusieurs transfusions de sang faites à l'infirmerie des arènes, les médecins décident de l'envoyer à l'hôpital. On l'amène à pied parce qu'en voiture, les KO auraient pu accélérer l'hémorragie. Donc, il faut imaginer cette scène dantesque, cette espèce de procession, comme le Saint-Sacrement, qui amène Manolete mourant à l'hôpital qui est de l'autre côté de la ville. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de kilomètres de là, Lupecino apprend la nouvelle et part tout de suite pour Linares. Elle arrive à l'hôpital dans la nuit. Il y a Alvaro Domecq, qui est l'ami de Manolete, et Camara qui font barrage. Ils ne veulent pas qu'elle le voie. Ils n'ont pas voulu laisser rentrer Lupe, parce qu'ils refusaient que Manolete puisse se marier avant de mourir. De son côté et contre toute attente, dans sa chambre d'hôpital, Manolete semble aller mieux. Il fume une cigarette, il salue des gens autour de lui. Et il y a un médecin qui est arrivé exprès de Madrid, le docteur Guinea, qui impose une dernière transfusion. Dès que les premières gouttes de sang ont coulé dans son corps, Manolete a dit « J'ai très mal au rein. Je ne peux pas le supporter. Cette douleur est impossible. » On lui a enlevé tout de suite la transfusion, mais malgré tout, il est mort très peu de temps après. Manolete est mort. Erreur médicale ou mort accidentelle, le mystère demeure. Suite au décès du torero, on autorise enfin Lupecino à voir une dernière fois celui qu'elle aime. Lupecino, on lui montre le cadavre de Manolete. J'ai rencontré le photographe qui a pris les photos de la mort de Manolete. Il avait dit « Lupecino m'a demandé des photos de Manolete et j'ai refusé de les lui vendre. » Quand une femme aime un homme, ce qu'elle veut, c'est le voir une dernière fois vivant. Lupe a beaucoup souffert de n'avoir vu Manolete qu'après sa mort. Un deuil volé pour Lupecino, un deuil injuste pour sa mère, un deuil national pour une Espagne qui pleure. 20 000 personnes assistent à son enterrement. Les obsèques de Manolete n'étaient pas celles d'un roi, c'était celles d'un empereur. Ceux qui le sifflaient hier l'ont pleuré le jour de sa mort. Mais aujourd'hui, dans une Espagne apaisée, à part quelques aficionados, qui s'en souvient encore? Les nostalgiques de la République
Ils écartent cette image de Manolete qui est liée à ce monde gris, triste de l'Espagne qu'ils ne veulent plus voir. Comme si la mort de Manolete avait mis, s'il avait été cette victime expiatoire de tous les péchés, de toute la douleur, de tout ce malheur que portaient les Espagnols des deux côtés en eux-mêmes. Manolete hypnotisait les foules. Malgré sa maigreur, son regard triste, il était le monstre, le calife, l'artiste. Il était l'homme qui aimait les taureaux. Mon art de torer n'a rien de miraculeux. Le taureau a toujours été ma passion. C'est absurde de penser que l'on doit faire plaisir à son public. Laisser de côté la valeur et l'instinct dans la réalisation de son art est stupide et suicidaire. J'ai un sentiment tragique du devoir. Manolete. À Paris, le 7 février 1986, dans les salons lustrés du ministère de la Culture, un étrange personnage reçoit avec émotion la médaille de chevalier des arts et des lettres. Cet homme est un amoureux de la liberté. Il a passé sa vie à sillonner les routes pour aller à la rencontre des Roms. Il a partagé leur vie, les a photographiés, les a filmés pour mieux les raconter. C'est un écrivain, c'est un tzigane. Il s'appelle Matteo Maximoff. En 1917, Matteo Maximoff voit le jour dans une Espagne où règne le roi Alphonse XIII, qui, farouchement opposé à la guerre, a proclamé la neutralité de son pays dès 1914. Pendant 4 ans, son royaume va devenir une terre de refuge pour ceux qui fuient la violence des combats qui ravagent une partie de l'Europe. C'est dans ce flot de migrants qu'arrive en 1915 un jeune couple de tziganes qui mettra au monde leur premier enfant, le 17 janvier 1917 dans le quartier gitan de Barcelone. Matteo Maximoff. Les tziganes sont divisés en différentes communautés selon le pays dont ils sont issus. Aussi, si la mère de Matteo vient d'une famille manouche originaire de France, son père, lui, fait partie des Roms Calderache, fraîchement arrivés de Russie, et vivant essentiellement de la chaudronnerie. Ils vivent sous des tentes, contrairement à l'image d'Épinal qui voit toujours l'errance des tziganes avec chariots et chevaux, ânes, courant les routes. Ces Calderache sont des urbains, puisque le métier des hommes, c'est le travail des métaux. C'est au cœur de cette famille vivant confortablement du travail des métaux que Matteo fait ses premiers pas. Mais à la fin du premier conflit mondial, les lois à l'encontre des tziganes se durcissent. Dès 1920, dans tous les pays d'Europe, ils sont fichés, surveillés, contrôlés et classés à vie dans la catégorie des nomades. Ces nouvelles lois les stigmatisent aux yeux de la population et entravent gravement leur commerce lié à la liberté de circuler. Ce phénomène de surveillance accrue dans le passage des frontières entraîne une disparition quasiment complète des possibilités d'existence de tous les Roms de l'Europe centrale et orientale. C'est une discrimination non seulement administrative, mais une discrimination ethnique, juridique, économique, politique, en d'autres termes, une discrimination raciale. Refusant cette situation, les Maximoff décident de reprendre les voyages et quittent l'Espagne. Le petit Matteo découvre alors la route et les contrôles incessants de la police. En 1924, ses parents se fixent provisoirement en Belgique pour y vivre à nouveau de leur métier de chaudronnier. Au hasard des chemins, un peu partout sur les routes, on rencontre d'autres Roms, du même clan, ou parfois inconnus. On reste ensemble un jour, une semaine, parfois un peu plus, pour célébrer des fiançailles, des mariages, parfois même un enterrement. Puis chacun part de son côté. Dieu seul sait quand on se reverra, mais on ne s'oubliera pas. Matteo Maximoff. En 1925, en Belgique, la mère de Matteo décède brutalement à l'âge de 28 ans. Devant ce drame, son père décide de retourner vivre au sein de son clan Calderache à Paris. Dans ce nouvel environnement, et comme le veut la tradition tzigane, Matteo est tout de suite pris en charge par toute la tribu. Il a soif d'apprendre, de comprendre le monde auquel il appartient. Matteo, il adorait les histoires que pouvaient lui raconter les aînés hommes ou les aînés femmes. Et puis le fait que les valeurs qui animent les personnages de ces histoires sont les valeurs qu'il anime lui-même et qui animent les membres de la communauté au milieu de laquelle il vit.
De son côté, et même si les écoles dédiées aux gens du voyage n'existent pas encore, son père lui donne les rudiments d'une instruction. Son père lui a appris à compter, parce qu'il faut savoir compter pour compter les sous, hein, surtout. Et compter le nombre d'enfants qu'on a. Et son père lui a appris l'alphabet, parce qu'il avait quelques rudiments quand même. Il lui a appris à assembler un peu les lettres, et tout le reste, Mathéo l'a fait tout seul. Tout ce qui lui tombait sous la main, il le décortiquait. Il a lu un peu dans le désordre tout un tas de choses qui finalement ont trouvé leur place par la suite, quoi. Mais une nouvelle épreuve l'attend. En 1931, son père malade meurt. Comme le veut l'usage rome, Mathéo reprend l'activité de chaudronnier. Désormais chef de famille à l'âge de 14 ans, son clan le contraint au mariage 4 ans plus tard, avec la femme que l'on a choisie pour lui. Les familles roms ont gardé une habitude, c'est de pratiquer ce qu'on appelle des mariages assez précoces. Ceci est lié aussi à la démographie de l'époque, où la mortalité est considérable, la mortalité infantile en particulier. En conséquence, les conditions qui permettent d'assumer une fécondité importante supposent un mariage assez précoce. Les deux jeunes mariés supportent mal cette union forcée. Aussi sa femme décide-t-elle de retourner vers sa tribu d'origine. Mathéo, trop indépendant, ayant rompu avec la tradition, est obligé de quitter le clan Calderache de son père pour aller rejoindre dans le sud-ouest la tribu manouche de sa mère, dont les traditions sont totalement différentes. La difficulté est de se parler, car leur romanesque n'est pas tout à fait le même. Mais très vite, les manouches français et les Roms fraternisent de bon cœur. Le bon vin les y aide. Bientôt, les musiciens venus d'ailleurs se mêlent à ceux de la région. Au début, ils étaient des inconnus les uns pour les autres. Au cours de la soirée, ils sont devenus des amis. Et au matin, ils se quittent comme des frères. Mathéo Maximoff. Dans le sud de la France, sa famille maternelle possédant un cinéma ambulant se déplace sans cesse. Mathéo se passionne pour cet art et vit avec bonheur ses rencontres avec les sédentaires qui se font au gré de l'itinérance. C'est très clairement à ce moment-là que se passe quelque chose de fondamental, c'est-à-dire cette capacité à intégrer un autre mode de vie, une autre façon d'être en interaction avec la société non tzigane, la société française. Alors que Mathéo trouve un réel bonheur dans cette ouverture vers une culture différente de la sienne, le destin va à nouveau le frapper tragiquement. Le 6 septembre 1938, sa tribu a rendez-vous avec un autre clan dans le but de régler pour l'honneur de la famille un différend marital. Mais sur la place du village de Charbonnier, la rencontre tourne mal. Une terrible rixe éclate. Les fusils sont sortis, les coups partent. 3 hommes restent au sol. Alerté, la gendarmerie arrête Mathéo. Et Mathéo se voit par les gendarmes, qu'il rudoie d'ailleurs assez fermement. Il se voit accusé de meurtre. À ce moment-là, il se sent complètement désemparé. Il est à bout d'espoir. On le conduit à la prison de Clermont-Ferrand. Informé, la famille Calderache de son père envoie un jeune avocat pour défendre leurs cousins et neveux. Il s'appelle Maître Izorni. Il n'a encore jamais plaidé et il ne connaît rien à la culture tzigane. Maître Izorni pensait que Mathéo ne savait pas écrire. Et quand il reçoit sa lettre, il se demande de qui elle peut être. Mathéo lui dit qu'il en est l'auteur. Maître Izorni en est très étonné. Il propose alors à Mathéo de lui rédiger un exposé sur la culture des Roms et des Manouches, afin de pouvoir établir sa défense et s'en servir devant le tribunal. On part de quoi? D'une circonstance tout à fait particulière, où il va devoir écrire pour pouvoir se sauver, et trouver dans l'écriture, d'une façon métaphorique, une double rédemption. Étrangement, confiné dans sa cellule, Mathéo ne se contente pas de concevoir un simple exposé pour argumenter sa défense. Il trouve dans l'écriture un moyen de s'évader de l'univers carcéral et rédige en moins de 3 mois un véritable roman consacré à la culture tzigane qu'il nommera Les Ursitori. Maître Izorni, quand il a reçu ça,
il était assez surpris que non seulement il savait lire et écrire, mais il s'exprimait de façon tout à fait intelligible, intelligente. Fort du texte de Matteo, l'avocat Isorni obtient un non-lieu lors du procès de la tuerie de Charbonnier-les-Mines. Libéré, le Tzigane écrivain retourne dans sa famille paternelle qui l'a soutenu pendant cette épreuve. Mais le 3 septembre, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Comme beaucoup face à l'avancée des troupes allemandes, le clan Maximov décide de partir en Espagne pour fuir la politique d'extermination nazie à l'égard du peuple rome. À la frontière, Matteo et la plupart des siens, ne pouvant justifier d'aucune nationalité, sont refoulés. Et en 1940, le gouvernement français durcit sa politique à l'égard de ceux qui ne peuvent justifier de leur alliance à la France. Ce gouvernement républicain considère comme suspect tout étranger, soit ressortissant d'un État ennemi, soit suspect par nature, et donc ouvre des camps d'internement de masse. Et 40 camps vont s'ouvrir dans toute la France, gérés par les préfectures françaises. C'est victime de cette discrimination que Matteo et les siens se retrouvent internés au camp de Lannemezan. On leur confisque leurs maigres biens et on les empêche de travailler pour ne serait-ce que subvenir à leurs besoins. Ils vivent alors dans la misère. Ils doivent essayer de trouver à manger et de se fabriquer des abris. Ils y vivent dans des conditions atroces. Il faut qu'ils se débrouillent seuls et personne ne s'occupe d'eux. Matteo raconte que beaucoup d'enfants en meurent. Son plus terrible souvenir avait été de se battre devant une poubelle pour des arêtes de poissons pour pouvoir survivre. Je crois que quand il est arrivé dans ce camp, il pesait, 75 kilos. Il n'en pesait plus que 45 quand il en est sorti. Cette simple condition entraîne une malnutrition et une sous-nutrition dévastatrices, auxquelles s'ajoutent les phénomènes épidémiologiques liés au fait que vous concentrez dans de mauvaises conditions des familles avec des enfants. Un enfant en bas âge est mort dans le camp. Il n'avait pas encore 1 an. Ce n'était pas la première fois, ni sans doute la dernière, que mourait un jeune enfant. En cette saison hivernale, mal protégés par leur petite tente, les Roms se défendent comme ils peuvent contre la nature. Il faut s'abandonner à la fatalité. Face à cette situation dramatique, Matteo va utiliser la seule arme qu'il possède pour aider les siens, l'écriture. Il multiplie les lettres au maire de Lannemezan, réclamant des conditions plus décentes pour sa communauté. Surpris par ce Tzigane qui sait lire et écrire, l'élu reloge la grande famille de Matteo dans un hôpital demeuré inachevé. Ainsi, leurs conditions de vie s'améliorent. Matteo, à cette époque-là, je pense qu'il a dû comprendre que grâce au fait qu'il savait lire et écrire, il pouvait agir avec ce moyen-là. En 1945, à la sortie de la guerre, Maximov rentre en banlieue parisienne. Mais le statut des Tziganes ne va pas changer. 1 an après la capitulation allemande, aucun des biens qu'ils possédaient ne leur a été rendu. Il règne sur les déportés et les rescapés des camps une suspicion générale qui laisse entendre que s'ils ont été internés, eh bien, il devait y avoir une raison. Un mensonge, une injustice que Matteo ne peut accepter. Ainsi décide-t-il une fois de plus d'écrire pour dénoncer le véritable génocide qui a été infligé à la population tzigane pendant la guerre. Matteo a commencé à écrire à toutes les rédactions de journaux pour leur faire connaître la situation, pour leur dire « Mais attendez, il y a eu 6 millions de Juifs, mais il y a eu aussi 500 000 Tziganes qui ont péri dans les camps de la mort. » Dans la même année, si beaucoup de journaux hésitent à publier ces articles, Maître Isorni, lui, n'a pas oublié le style de l'écrivain tzigane. Grâce à ses relations, il parvient à faire éditer le premier roman de Matteo, Les Ursitori, écrit en prison sur un cahier d'écolier quelques années auparavant. De cette manière, Matteo ouvre une porte à la société sédentaire pour nous permettre de comprendre qui sont les Roms, leur façon de penser, leurs traditions. Ce sont des communautés qui, jusqu'alors, n'avaient transmis ce savoir qu'oralement. C'est le premier livre que j'ai lu de lui et qui racontait en effet l'histoire
d'une tribu, d'une large famille gitane, et qu'il racontait d'une façon très, très particulière, sans effort littéraire, mais avec une très grande précision dans les mots et dans les détails. Il est invité dans les cocktails parisiens, dans les échos même, non pas des journaux littéraires, mais des journaux mondains, genre Point de vue, Image du Monde, où Matteo est présent dans le Gotha intellectuel, artistique de Paris. Une célébrité dont Matteo va se servir pour devenir un véritable ambassadeur des Tziganes. Une activité de romancier que Matteo continuera toute sa vie. Alors même que Flammarion cesse de l'éditer, il se mettra à publier à compte d'auteur. Le fait d'être passé à compte d'auteur peut être interprété comme une façon de se réapproprier son travail et surtout de ne pas laisser entre les mains d'inconnus. On vend un livre et on a le prix de son livre dans la main et on peut se servir de cet argent sans délai. Et ce délai est très important dans le mode de vie tzigane. Partout où il allait, il amenait sa valise et son sac avec ses livres. Je publie, je vends, je suis moi-même mon propre chef, quoi. Je fais ce que je veux. Par le choix de vendre lui-même ses livres, Matteo ne gagne pas bien sa vie et paye cher son indépendance. À Montreuil, il est contraint d'habiter une chambre minuscule. Mais qu'importe, le tzigane romancier veut continuer sa mission, raconter son peuple. Avec ses maigres économies, Matteo s'achète caméra et appareil photo, bien décidé à montrer la vraie vie des Roms, et non celle que les sédentaires leur prêtent. Maintenant, il faut rentrer avec les caméras dans les maisons et il faut dire la vérité. Il faut pas dire, on ne peut pas dire ça, on n'a pas le droit de rentrer dans les maisons ou je sais pas quoi, parce que ça fait fantasmer les non-gitans, et plus ça fait fantasmer, plus il y a du racisme, plus plus il les traite de voleurs d'enfants, de voleurs de poules, de ce que tu veux. Dans les années 60, ayant terminé sa reconstruction d'après-guerre, la France se lance dans la modernisation de son territoire. Industrialisation et urbanisation s'imposent au prix de la disparition d'une certaine ruralité. Le monde bouge, la société change, et les Tziganes trouvent de moins en moins de place dans cette civilisation qui prône l'individualisme. Inquiets, sans repère, beaucoup se tournent alors vers un courant évangéliste venu d'Amérique, l'église pentecôtiste. On est sorti un petit peu du paternalisme de la religion pour donner l'occasion aux Tziganes de s'assumer eux-mêmes. C'est là qu'on a créé, si vous voulez, en quelque sorte, tout un corps pastoral et où les Tziganes se sont retrouvés matures pour éventuellement gérer leur propre foi, leur propre culte. Ce pentecôtisme permet aux Roms, sans avoir à faire de longues études, de devenir pasteurs et d'être proches des gens, pour mieux leur parler, les aider, pour mieux les atteindre. En 1961, Matteo, de confession orthodoxe, est invité par un de ses cousins maternels à assister à un rassemblement évangéliste. Et pour lui, c'est une révélation. Face au dénuement de cette religion, face au respect dont elle témoigne envers les Écritures, et surtout face à son engagement pour la cause tzigane, Matteo se convertit en 1962 et devient pasteur à l'âge de 56 ans en 1963. Mais si la foi de Matteo occupe désormais beaucoup de son temps entre prêche et voyage, il n'en reste pas moins ouvert à l'autre, sans avoir une volonté farouche de convertir. Il n'avait pas spécialement besoin de citer Seigneur pour se mettre à la service de ce qui lui paraissait humain et bon. Tel que je le voyais, je voyais un homme profondément blessé et révolté par tout ce qu'il ressentait comme un acte cruel ou un acte injuste. C'est dans cet état d'esprit, et voulant toujours donner plus à son peuple, que Matteo commence à traduire la Bible en langue rome. Personne d'autre ne l'avait fait avant lui, et cela lui a demandé énormément de temps. C'était très difficile de traduire la Bible dans ce langage si spécifique qui n'avait pas d'enseignement académique. Sinon, cela aurait pu vraiment l'aider dans son travail de traducteur. C'est aussi pour Matteo, qui connaît les coutumes de son peuple, une manière de lui prouver que ce qui est dit dans la Bible est vrai,
car désormais elle peut être entendue en romanès. Tu sais que les gitans, ils disent la vérité qu'en romanès. Mais par contre, si vous voyez quelqu'un dans la rue, un gitan dans la rue, vous lui dites de raconter son histoire, il vous dira n'importe quoi, parce que l'histoire se raconte qu'en romanès. En 1986, par cette même République qui lui a refusé 7 fois la nationalité française, Matteo, romancier, photographe, cinéaste et traducteur, est décoré de la médaille de chevalier des arts et des lettres pour l'ensemble de son œuvre. Le jour de la cérémonie, Matteo voit enfin un bout de son combat aboutir. La réception de Matteo Maximov dans l'ordre des chevaliers des arts et des lettres, c'est une reconnaissance de la spécificité de la culture tzigane à l'intérieur de la culture française, comme une part de la culture française. Il y avait une récompense pour son travail, pour son œuvre, et en même temps, il sentait bien qu'il représentait tout un peuple, que derrière lui, peut-être, il disait toujours, j'espère que je susciterai d'autres vocations, qu'on ne considérera pas toujours le peuple tzigane ou gitan comme un peuple un peu resté en arrière. Ces histoires, on en conviendra, sont si belles, si énigmatiques, que ce serait un crime de les garder pour soi. Et comme nous n'avons pas de bibliothèque, il fallait en garder au moins quelques-unes. Voilà qui est fait, du moins, je le crois. À travers son œuvre et sa connaissance du monde tzigane, Matteo côtoie le monde des artistes et des intellectuels. Sa vie n'en reste pas moins modeste. Aussi s'installe-t-il à Romainville, dans un tout petit préfabriqué. Je me demande comment il a pu vivre dans cette espèce de préfabriqué qu'il appelait mon pavillon. Ou alors des fois il disait c'est ma roulotte sans roue. C'est au cœur de cette roulotte sans roue que Matteo Maximov continue inlassablement le travail de collectionneur qu'il s'est imposé pour la cause tzigane. Films, photos, articles de presse, objets sont triés, classés, organisés dans un ordre dont seul l'écrivain Rome semble avoir la clé. C'était vraiment pour garder une trace, dans un premier temps surtout pour les Roms eux-mêmes, qu'un jour ils aient accès à des archives, qu'ils puissent savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs coutumes, quelle est leur histoire. Et peut-être que ce souci de rassembler des objets, des livres, des partitions musicales, même des instruments de musique, appartenant ou relevant de ce peuple, était rattaché à cette crainte horrible d'avoir pu disparaître. Parce qu'il faisait partie, il ne faut jamais oublier, d'un peuple qu'on avait tenté d'exterminer quelques années plus tôt. Son combat pour que la jeunesse rome n'oublie pas ses racines, Matteo le mènera jusqu'à la fin de ses jours. Invité par Tony Gatliff à s'exprimer sur le générique de son film Lacho de Rome, Matteo Maximov s'adresse à la jeunesse rome à l'insu de toute la population sédentaire. C'est un message codé par Matteo, qui parle en Rome, que personne n'a su comprendre, pour raconter ça aux futures générations qui allaient venir en leur disant qu'il ne faut jamais abandonner la culture, il ne faut jamais abandonner le langage, le Rome, qu'il faut toujours rester soi-même, rester nous-mêmes, et qu'il ne faut jamais se pervertir par la politique ni par l'argent. Et le déroulant raconte l'histoire pour les Gajos, c'est-à-dire les Gitans sont partis au nord-ouest de l'Inde, qui n'a rien à voir avec ce que dit Matteo. Ce combat, cette révolte, l'écrivain tzigane les continuera jusqu'à sa mort. Il s'éteint dans la nuit du 23 novembre 1999 pour être enterré au petit cimetière de Romainville, dans un quasi-anonymat. Mais aujourd'hui, qui se souvient encore de ce tzigane, venu écrire sa route dans ce monde de sédentaires où les Roms n'ont plus leur place? Les tziganes n'ont pas la possibilité de garder leurs personnages célèbres dans la lumière. La société d'aujourd'hui s'en moque. Elle ne trouve aucun intérêt à l'histoire des Roms, des tziganes ou des manouches. Certainement, la question est-ce que c'est à cause de lui ou à cause des autres est très difficile à trancher. Parce qu'il y a dans ce côté à part quelque chose qui appartient profondément aux gitans, aux tziganes. Donc c'est très difficile de savoir si nous sommes coupables de l'avoir oublié
ou si lui-même s'est peu à peu retiré dans un monde et hors d'un monde dont il sentait que ce n'était pas le sien. Inlassable défenseur de son peuple, ardent promoteur de la culture tzigane, chantre de la langue romanesque, Matteo Maximov continue sa route, au-delà de son œuvre, au-delà des frontières, avec pour tout bagage l'amour et la fraternité. Il ne faut pas confondre instruction et intelligence. Et il faut bien reconnaître que les manouches, comme les gitans, ne manquent ni d'intelligence ni de savoir-faire. Ils laissent derrière eux des traces, des signes qui sont identiques dans tous les pays et inconnus par les populations locales. Ces signes sont notre code secret, et cela jusqu'à aujourd'hui. Le 5 mai 1981, dans la prison de Longkesh à Belfast, un homme meurt après une grève de la faim de 66 jours. La nouvelle se répand aussitôt durant la nuit, et la population descend dans la rue pour réciter des prières, tandis que d'autres tapent sur des casseroles. Ce martyr de la cause républicaine irlandaise s'appelait Bobby Sands. Sur les fresques des quartiers catholiques de Belfast, il reste l'image d'un jeune homme souriant, qui préférait mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Bobby Sands est né en 1954 à Belfast, territoire britannique. Durant 7 siècles, l'Irlande a été soumise au joug anglais. Confiscation des terres, domination politique et sociale, interdiction de l'enseignement de la langue gaélique, l'île fut réduite au rang de colonie. Pourtant, en 1921, après des années de lutte, l'indépendance de la République d'Irlande est enfin arrachée. Mais Londres conserve une région du Nord, l'Ulster, majoritairement peuplée de protestants, descendants des colons britanniques qui maintiennent la minorité catholique et républicaine en état de soumission permanente. Lorsque Bobby Sands voit le jour le 9 mars 1954, dans une famille catholique au nord de Belfast, la réconciliation entre les deux communautés de l'Irlande du Nord n'est pas impossible. Comme dans le quartier de Rathcoole, où il grandit, et dans lequel catholiques et protestants vivent ensemble. Bobby Sands n'est pas élevé dans la haine ni dans la peur. Il ne connaît pas l'expérience du ghetto, où chacun se replie sur sa communauté en se méfiant de l'autre. Aussi, dès 1969, il joue pour l'équipe de football de Star of the Sea, qui a la particularité d'être composée de joueurs issus des deux communautés. Bobby Sands et moi allions à la même école, une école primaire qui s'appelait Stella Maris. Il y avait toujours une sorte de tension latente, mais nous n'étions pas conscients. Nous étions des enfants. Bobby Sands est un adolescent comme les autres. Élève moyen, à l'âge de 16 ans, il quitte l'école pour devenir apprenti chez un carrossier où tous ses camarades de travail sont protestants. Mais c'est en 1972 que sa vie bascule définitivement. Le 30 janvier de cette année-là, la communauté catholique défile pacifiquement pour réclamer les mêmes droits que les protestants. Parce que c'est ça, en fait, qu'ils avaient en tête. C'est de reproduire la lutte pour les droits civiques des Noirs américains. Les loyalistes, souvent, je les entendais appeler les Irlandais de Red Niggers, les nègres roux. Et donc, on se retrouvait avec des républicains irlandais qui avaient moins de droits au travail, moins de droits à la dignité, moins de droits à l'emploi. Tout ça fait les droits civiques. Mais l'armée britannique perd son sang-froid. Elle tire à balles réelles dans la foule. 13 personnes sont tuées, dont 7 mineurs. Ce jour restera marqué à jamais dans les mémoires irlandaises comme le Bloody Sunday, le dimanche sanglant. Pour les catholiques, ce massacre est inacceptable. Aussi l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, organisation clandestine qui avait déposé les armes au début des années 60, les reprend dans le but de défendre les quartiers catholiques. Il a fallu qu'ils s'arment. Il n'y avait pas le choix. Parfois, il faut faire la guerre pour avoir la paix. Des fois, il n'y a pas le choix. Et les catholiques d'Irlande du Nord, les républicains, les nationalistes, s'ils se sont armés, c'est pas pour attaquer, c'est pour se défendre. Le mouvement pour les droits civiques laisse la place à la lutte armée et au terrorisme. De part et d'autre, c'est l'engrenage. Les attentats et les assassinats se multiplient. La mixité laisse la place à la haine, comme dans le quartier de Rathcoole, où Bobby Sands est menacé de mort par ses collègues de travail. Effrayé par toutes ces agressions, sa famille se réfugie alors dans le quartier catholique de Twinbrook,
à l'ouest de Belfast. Pour Bobby, les ponts sont coupés. Ce n'est pas lui qui veut la guerre. On vient de la lui déclarer. Sands rejoint l'IRA. Il veut se battre pour être respecté, pour être libre. Face aux protestants, loyalistes à la couronne britannique, le jeune engagé se déclare catholique, républicain et socialiste. Comme le fit remarquer mon grand-père, l'Alouette avait l'esprit de liberté et de résistance. Elle désirait ardemment sa liberté, mais elle mourut plutôt que de se conformer aux désirs du tyran qui l'emprisonna et la tortura. J'ai le sentiment d'avoir quelque chose en commun avec cet oiseau, Bobby Sands. En octobre 1972, la police découvre 4 pistolets dans une maison où séjournait Bobby Sands. Il est immédiatement arrêté et condamné à 5 ans de privation de liberté. On l'enferme à Long Kesh, une prison où sont regroupés des dizaines de détenus ayant le statut de prisonnier politique. Nous étions dans la cage 11. C'était un type sympa. Il aimait la musique, il jouait de la guitare, il chantait bien. J'organisais des groupes de discussion, des débats, des lectures sur les luttes internationales et sur notre propre lutte. Et Bobby s'y intéressait beaucoup. C'est là que j'ai appris à le connaître. Bobby ne lit pas, il dévore. L'électricité est coupée tous les soirs à 9 h. Mais il continue à lire, jusqu'à tard dans la nuit à la bougie. Il découvre l'histoire de l'Irlande, se crée une culture politique, apprend le gaélique, lit les grands auteurs irlandais et commence lui-même à écrire. Dans le mois qui a précédé sa libération, nous nous sommes promenés assez souvent dans la cour. Et c'était évident qu'il allait reprendre le combat. Il voulait populariser la lutte, travailler avec les gens autour des droits économiques, du droit du travail aussi. Et il y avait cette grande question entre nous, celle de se débarrasser de l'armée britannique et tout le problème de la liberté de l'Irlande et de la fin de la partition. C'est un lieu très particulier parce que c'était l'université des républicains. Mais il y avait aussi des cours de maniement d'armes. C'est-à-dire qu'au pire, un républicain pas très sûr de lui qui rentre au camp de Long Kesh, lorsqu'il en sort, c'est un républicain aguerri. Il est prêt pour le combat. Donc cette prison qui était censée mettre au rebut des combattants, formait des combattants. Quand il sort de Long Kesh en avril 1976, c'est un militant accompli. Lénine n'avait pas tort quand il considérait que les prisons étaient les séminaires des révolutions. Bobby Sands devient extrêmement actif au sein de la communauté. Il crée un journal pour contrer ce qu'il appelle la propagande britannique et plus généralement même les médias irlandaises. Il s'implique énormément aussi dans les bureaux de Sinn Féin, dans le quartier de Twinbrook où il est. Mais à peine 6 mois après sa sortie de prison, le voilà de nouveau sous les verrous. Après un attentat à la bombe dans un entrepôt de meubles, suivi d'une fusillade avec la police, Bobby est arrêté dans une voiture non loin du drame. Le Royaume-Uni, qui veut en finir avec le terrorisme, met en place une justice expéditive qui le condamne, sans preuve, à 14 ans de détention. On passe devant des tribunaux sans juré. Et souvent même, il y a un seul juge. Ceux qui viennent témoigner à charge contre vous, ils sont dissimulés. Donc vous êtes dans un tribunal jugé par un seul homme avec un témoin qui vient dire, lui, il est membre de l'IRA, et le témoin, à moins que vous connaissiez sa voix, vous ne savez pas qui c'est. De retour à Long Kesh, le républicain irlandais découvre une nouvelle prison. De nouveaux bâtiments appelés blocs H, en raison de leur forme vue du ciel, ont été construits. Et les conditions de vie se sont durcies. Londres a supprimé le statut de prisonnier politique aux militants de l'IRA. Le Royaume-Uni ne peut pas accepter, aux yeux du monde, d'avoir sur son sol des prisonniers de guerre. Donc ils font quoi? Ils disent, mais non, stop, on a déconné. Ce sont des prisonniers de droit commun. Comme les voleurs, comme les violeurs, comme les assassins d'enfants, ces gens-là sont des prisonniers de droit commun. Il leur est désormais interdit de recevoir des visites, de lire ce qu'ils veulent, d'échapper au travail obligatoire, de conserver leurs vêtements civils. Ils sont obligés désormais de porter l'uniforme des prisonniers de droit commun. À l'extérieur, nous étions des volontaires de l'IRA, en guerre contre l'Angleterre.
Et arrivant dans la prison, nous étions toujours des volontaires de l'IRA. Nous avons refusé de porter l'uniforme. Nous n'étions pas des criminels, nous n'étions pas des repris de justice. Nous préférions être nus plutôt que de porter cet uniforme. Geraint Nugent est le premier à dire non. Il est alors enfermé nu et se drape dans sa couverture. Très vite, ses compagnons l'imitent. Et Bobby Sands, à peine incarcéré, rejoint la rébellion. L'administration pénitentiaire relève le défi et entame un bras de fer. Elle veut casser le mouvement. C'est dans cette période que les brutalités se sont intensifiées. Chaque fois que des nouveaux prisonniers arrivaient, ils étaient salement amochés. C'était pour les empêcher de rejoindre le mouvement. Ils les tabassaient dès l'espace d'accueil. Loin de se soumettre, les prisonniers républicains défient leur geôlier, en entamant la grève de l'hygiène. La raison pour laquelle il y a eu cette escalade, c'est que lorsque nous, les prisonniers républicains, sortions pour prendre une douche ou pour utiliser les toilettes, il y avait de nombreux cas d'agression physique, d'humiliation, beaucoup de brutalité. Et ça a poussé les prisonniers à utiliser leurs cellules comme un endroit de vie total. Cela a été appelé la grève de la propreté, car nous ne quittions plus nos cellules pour nous laver, et les pots de chambre que nous utilisions pour les toilettes, il fallait les vider par les fenêtres. Et quand ils ont bloqué les fenêtres, on les a vidés sous les portes. La situation a atteint son apogée lorsque nous avons peint les murs de nos cellules avec nos excréments. C'est effrayant de voir des hommes déjà vieux à 18 ans, des jeunes forts et sains de corps et d'esprit il y a un an, qui ressemblent à des coquilles rétrécies d'êtres humains. Chaque facette de la vie des blocs H a le même but, user notre résistance. Les cellules froides et vides, le manque du moindre confort et le refus des soins médicaux. L'objectif est la répression. Mais ils n'y arriveront pas. Ils auront beau retenir notre corps dans les conditions les plus inhumaines. Tant que notre esprit restera libre, notre victoire est assurée. Bobby avait le don de se rappeler les centaines de livres qu'il avait lus. Dès que les gardiens étaient partis et que nous étions dans l'obscurité, à travers la porte, il se mettait à nous raconter ses livres. Nous étions dans nos lits et nous écoutions attentivement ces histoires. Sa voix nous transportait dans des endroits merveilleux. Pour rester libre, Bobby Sands écrit « L'IRA l'a nommé délégué aux relations publiques avec pour mission de révéler à l'extérieur le combat des hommes couvertures, les Blanket Men. Alors il écrit des articles dans le Republican News sous le pseudonyme de Marcella, le prénom de sa sœur. Mais écrire, c'est interdit à Longkesh. Et il faut beaucoup d'ingéniosité pour faire sortir les textes. Tout d'abord, nous faisions entrer clandestinement du papier à cigarette, celui qui sert à rouler du tabac, parce qu'il est très fin. Nous le plions très petit pour le cacher sous la lèvre, ici. Si un prisonnier n'était pas circoncis, il pouvait le transporter dans son prépuce. Il était alors entouré de plastique. On pouvait le retirer juste avant le début de la visite, ou on pouvait le mettre dans la bouche. Et si on embrassait le visiteur, on se le passait de bouche en bouche. Bobby Sands pouvait transmettre un message à l'état-major de l'IRA à l'extérieur et avoir la réponse dans l'après-midi. De temps à autre, les gardiens interceptaient les messages, mais c'était rien comparé à ceux qui passaient. C'était un flot de communication constant. Nous étions probablement mieux informés à l'intérieur de la prison que la plupart des gens à l'extérieur. Bobby Sands écrit aussi des poèmes, qui seront plus tard mis en musique par de grands artistes. Lui qui a quitté l'école à 15 ans, possède un vrai talent d'écrivain. Ses écrits de prison sont pleins de réalisme et d'émotion. Quelque chose me réveilla. Un bruit non identifiable qui arriva sournoisement dans le noir et repartit au galop avant que les derniers nuages de sommeil se dissipent. Dans la pénombre de ma grotte, je restais immobile sur mon lit, un matelas humide posé à même le sol, à écouter le doux soupir du vent endeuillé qui traversait la nuit.
Le froid s'introduisit sous les vieilles couvertures usées qui torturaient mon corps nu. Alors tout espoir d'évasion à travers le sommeil s'envola. Dans la pénombre de ma tombe isolée, ma seule raison d'être se limite à ce corps à torturer. En octobre 1980, après 4 années de lutte pour être reconnus comme prisonniers politiques, les détenus républicains brandissent leur dernière arme, la grève de la faim. Mais en décembre, après 53 jours de jeûne, cette première grève de la faim cesse sans victime, le gouvernement britannique ayant promis un régime plus libéral si la grève cessait. Mais lorsque la grève de la faim s'est terminée, les Britanniques ont dit non, on n'a pas besoin de mettre cet accord en œuvre. La grève de la faim est finie, on va leur appuyer sur la tête, on va les briser, et ils ne pourront plus rien faire. Une des formules qu'ils ont utilisées à l'époque, c'était « Ces types ont joué leur dernière carte. Ils n'ont plus d'autres cartes à jouer. » Les détenus sont écœurés et plus déterminés que jamais. Bobby Sands, qui est devenu le commandant des prisonniers républicains, décide en février 1981 d'une seconde grève de la faim. Désormais, ce sera un combat à mort entre un homme et un système. Il a donc décidé de procéder par étapes, de façon à ce que le premier gréviste commence, puis que le deuxième commence 2 semaines plus tard, suivi du troisième et du quatrième. Et le message était clair. Ne pensez pas que les discussions seront interrompues par la mort d'un prisonnier, parce qu'il sera suivi par un autre qui prendra sa place. Le 1er mars 1981, Bobby Sands cesse de s'alimenter. Quelques semaines auparavant, il avertit ses parents de sa résolution. Je sais que cela va être dur pour vous, mais je vous demande d'être d'accord avec moi jusqu'au bout. Mourir en sachant que vous n'êtes pas d'accord avec mes choix est la seule chose qui me fasse vraiment peur. Je pense, en définitive, que c'est quelqu'un qui avait compris parfaitement le moment historique dans lequel il se trouvait. Et il se rendait compte aussi du défi énorme auquel il devait faire face. Ça ressemble à un cliché, mais c'est un peu comme quelqu'un qui a pris une décision et qui a accepté sa destinée, et pour qui rien d'autre n'a d'importance. Dans la communauté catholique, cette grève de la faim provoque un mouvement de solidarité. On affiche son portrait, on manifeste, même si l'Église qui condamne le suicide a officiellement fait connaître sa désapprobation. La grève de la faim, c'est pas un suicide, c'est un combat. C'est tout ce qui reste. Lorsqu'un homme il est emprisonné, lorsqu'il a vécu nu sous des couvertures pendant toutes ces années, dans ses excréments, qu'est-ce qui lui reste pour se battre? Il reste son corps. Afin de donner plus de retentissement à cette action, le Sinn Féin, la vitrine politique de l'IRA, a l'idée ingénieuse mais risquée de présenter le prisonnier Bobby Sands à une élection législative partielle. C'était une décision très difficile, parce que si Bobby avait perdu ne serait-ce que d'une voix, Madame Thatcher aurait dit « Même votre peuple vous rejette. Alors pourquoi je vous donnerai un statut politique ?» C'était très audacieux. And I declare that Bobby Sands has been duly elected to serve as a member for the third constituency. C'est la première fois qu'un prisonnier devient un honorable membre du Parlement. Et pas n'importe quel prisonnier. Un militant de l'IRA. Un terroriste aux yeux de Londres. Et là, tout le monde s'est dit, c'est bon, ils peuvent pas. C'est pas possible. La Chambre des communes ne peut pas laisser mourir l'un des leurs, parce que s'il laisse mourir celui-là, s'il laisse mourir cet homme emblématique, qui est aimé, qui est député, si cet homme-là, il le laisse mourir, les autres n'ont pas l'ombre d'une chance. Les défenseurs des droits des prisonniers politiques ont gagné leur pari. Les projecteurs sont alors braqués sur Long Kesh et sur l'incroyable situation de Belfast, coupée de murs, de barbelés, de barricades, avec ses ghettos catholiques paupérisés, les militaires qui y patrouillent sans s'y attarder, qui essuient des jets de pierre des gamins, qui se font harceler jusque par les chiens. Tout ce tapage fera-t-il céder Margaret Thatcher? C'est plutôt l'inverse qui se produit. Le crime est le crime. Ce n'est pas de la politique, c'est un crime. Il ne peut être question de statut politique. Bobby Sands est donc condamné. Avec brutalité et cynisme, Thatcher mise en effet sur l'exemple de la mort de Sands pour décourager ses camarades qui se sont à leur tour mis en grève de la faim
et assommer les républicains irlandais qui devront comprendre qu'il n'y aura jamais de négociation. En attendant, un homme se meurt. Depuis le 17 mars, il a cessé d'écrire son journal. Ses derniers mots sont les suivants. Ils ne me feront pas céder, car le désir de liberté, de la liberté du peuple irlandais, est dans mon cœur. Le 23 mars, Bobby Sands est transféré à l'hôpital de la prison. Les deux Irlandes se déchirent. D'un côté, les protestants proclament « Laissez Bobby Sands mourir ». De l'autre, les catholiques en font leur martyr. Chaque jour, des manifestations sont organisées pour soutenir les grévistes de la faim. Le 26 mars, un immense cortège traverse les rues de Belfast. C'est la plus grande manifestation républicaine depuis 10 ans. Un blanketman ouvre symboliquement le cortège. À ses côtés, Rosaline et Marcella, la mère et la sœur de Bobby. Thatcher, qui comptait sur la démobilisation des catholiques, n'a réussi qu'à les rassembler. Au bout du 50e jour de jeûne, la pression monte. Face aux affrontements quotidiens avec l'armée dans les quartiers catholiques, la communauté internationale commence à se mobiliser. À son 61e jour de grève, Bobby Sands ne pèse plus que 34 kilos. Sa peau est devenue tellement fragile qu'on a installé un carcan au-dessus de son lit, afin qu'il ne soit plus en contact direct avec les draps. Tous les jours, sa famille est à son chevet. Le gardien nous a dit que le docteur qui suivait Bobby souhaitait parler à sa mère, à Madame Sands. Et le docteur se mit à lui raconter, avec les détails les plus horribles, comment Bobby allait mourir, comment sa mort allait être douloureuse, et comment les circonstances allaient être atroces. Et le docteur a dit à Madame Sands, évidemment, vous pouvez stopper tout cela. Et quand nous avons retrouvé Bobby, quelques minutes plus tard, il demanda à sa mère où elle était, et il lui dit, écoute-moi, n'écoute personne d'autre, soutiens-moi. Le 1er mai, alors que le coma s'approche, un journaliste demande à sa mère s'il ne faut pas en profiter pour le réalimenter de force. J'aime mon fils, comme n'importe quelle mère, mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Il m'a demandé de ne pas le faire, et je lui ai promis. Il y a 10 mamans à qui 10 enfants ont dit « Maman, je t'en supplie, on a fait ça pour la dignité, pour notre pays, je t'en supplie. » Bobby a senti du mouvement. Et c'était ma présence dans la cellule. Il regarda dans ma direction et dit « Qui est-ce ?» parce qu'il était aveugle. Je lui ai dit « C'est Jim. » Et il m'a dit « Écoute, dis à tout le monde dehors que ça va. Je vais aller jusqu'au bout. » Nous nous sommes serrés la main. J'ai quitté sa cellule et je ne l'ai jamais revu vivant. Le 5 mai à 1h17 du matin, après 66 jours de grève de la faim, Bobby Sands s'éteint. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La population descend dans la rue en peignoir, en pyjama, pour réciter des prières, pour communier ensemble, tandis que d'autres tapent sur des casseroles et frappent le sol avec les couvercles métalliques des poubelles. Mais sa mort ne restera pas longtemps isolée. Entre mai et août 1981, 9 autres compagnons de Sands, qui l'avaient suivi dans sa révolte, meurent à leur tour. Thatcher peut être fière, elle n'a pas cédé. Le 7 mai 1981, lors des obsèques de Bobby Sands et comme un dernier hommage, une foule immense de plusieurs dizaines de milliers de personnes suit le cortège. Provocation suprême pour le Royaume-Uni, ce sont des combattants de l'IRA en treillis, armés et cagoulés qui portent le cercueil et tirent une salve d'honneur. Devant cette communion des catholiques, Londres prend conscience qu'il n'y a pas de solution militaire. Mais il faudra attendre 1990 et la chute de Thatcher pour que les négociations reprennent.
et que les armes se taisent enfin. Après ce compromis trouvé entre unionistes et républicains, entre protestants et catholiques, qui se souvient encore de ce prisonnier des blocs H qui donna sa vie pour cette paix retrouvée? Ce que voulait Bobby Sands, c'était que l'Irlande soit réunifiée, que les Britanniques n'aient plus de présence sur le sol irlandais. De fait, on n'en est pas là. Législativement, l'Irlande du Nord est britannique. La monnaie, c'est la livre sterling. Le système d'éducation, c'est britannique. Et donc, il y a décalage entre l'objectif que se fixait Bobby Sands et ce pourquoi lui, il pensait mourir, et le résultat aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, c'est un oublié. Les héros aujourd'hui sont ceux qui siègent au Parlement, qui ont de belles voitures et de beaux costumes et qui occupent une place centrale dans la politique irlandaise aujourd'hui. Bobby Sands était juste un jeune homme qui voulait vivre libre. Un poète qui a préféré mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Un révolté qui rêvait d'un monde meilleur. Un idéaliste au service de son pays. Il aimait et respectait tout simplement la vie. Il disait « Notre vengeance sera le rire de nos enfants. » En 1968, un jeune Irlandais de 22 ans, joueur de Manchester United, reçoit le trophée du Ballon d'Or. Bien plus qu'un joueur de génie, il fut un phénomène médiatique inconnu jusqu'alors. Il fit passer le football des pages sportives aux pages people et devint l'icône de toute une génération. Pourtant, derrière la star, se trouvait un homme fragile et autodestructeur qui courait à la poursuite du temps qui passe, le déclin, l'oubli et la mort. George Best vient au monde le 22 mai 1946 à Belfast, dans un Royaume-Uni qui sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Les chantiers navals regorgent d'activités et le plein emploi règne. Dans le milieu ouvrier de Craigag, à l'est de la ville où il grandit, dans une banlieue où les logements sociaux se ressemblent tous, la vie est rythmée par le travail, le pub et le sport. Le père, Dickie, travaille au chantier naval la semaine et joue au football en amateur le week-end. Le football est alors le sport de la classe ouvrière, véritable religion laïque que l'on pratique et dont on suit les résultats. Il est un exutoire qui permet d'oublier les heures de labeur. La mère, Anne, est une ancienne sportive de haut niveau, une internationale de hockey sur gazon. Autant dire que George est né avec un ballon dans les pieds. George jouait avec une balle constamment, de la minute où il ouvrait les yeux le matin jusqu'à ce qu'il aille se coucher le soir. Mon père allait au lit un soir, il était assez tard, et il a entendu George qui parlait dans sa chambre. Il a cru qu'il était avec un ami, ce que nous n'avions pas le droit de faire. Et il a entendu George dire « Je vais te faire faire ce que je veux que tu fasses ». En fait, George était en train de parler à sa balle de tennis, parce qu'on venait d'un milieu pauvre et qu'on n'avait pas les moyens pour un vrai ballon de foot. Issu d'une famille nombreuse, le jeune George Best a des facilités scolaires. À l'âge de 11 ans, il intègre une école élitiste de Belfast, Grosvenor High School. À l'école, George était brillant. Il était intelligent, il avait de super notes. Mais il n'aimait pas cette école, parce qu'on n'y jouait pas au football, mais seulement au rugby. Aussi, ses résultats sont devenus catastrophiques. Il sèche les cours jusqu'à ce que ses parents consentent à l'inscrire à l'école du quartier, où il retrouve ses camarades et leurs parties de football sur les terrains vagues. Il a à la fois un don technique au-dessus de la moyenne, qui fait qu'il apprivoise le ballon d'une manière incroyable. D'ailleurs, un jour où il marque trop facilement du droit, il décide qu'il va jouer que du pied gauche pendant tout le match et il marque 9 buts du pied gauche. Et il est frêle comme une brindille. À 13 ans, il doit faire 1m50 et 40 kilos. Il y a pas mal de clubs anglais qui entendent qu'il y a un gamin tout frêle là, qui flambe un peu à Belfast, et quand il le voit, il dit non, ce gars-là sera jamais pro. Pourtant, un recruteur du club de Manchester United le repère à l'âge de 15 ans. Après avoir vu George jouer, il télégraphie à Matt Busby, l'entraîneur de l'équipe, « Je crois que je vous ai trouvé un génie ». Avec l'accord de ses parents, George prend le ferry pour rejoindre en tant qu'apprenti l'un des plus grands clubs d'Angleterre. En effet, depuis le début des années 50 et l'arrivée à la tête de l'équipe de Matt Busby comme entraîneur, Manchester United est devenue une grande équipe qui régale tout le Royaume-Uni et marche sur l'Europe avec une jeune génération dorée.
Malheureusement, le club connaît l'une des plus grandes tragédies de son histoire. Le 6 février 1958, 8 joueurs sont tués dans le crash de l'avion qui les ramenait de Belgrade à l'escale de Munich. Matt Busby, qui a échappé à la mort, veut poursuivre sa politique de formation de jeunes talents et prendre sa revanche sur le sort. Quand nous sommes arrivés dans l'équipe, George et moi étions de très jeunes joueurs, 17-18 ans. Et il y avait une grosse attente placée dans la jeunesse à Old Trafford. C'était dans les gènes de Manchester United de faire progresser les jeunes depuis les équipes inférieures jusqu'à l'équipe première. Pour lui, ça va assez vite parce que très rapidement, à l'entraînement, il montre des capacités hors normes. En plus, il respecte personne. C'est-à-dire qu'en gros, au premier entraînement, il humilie complètement le gardien irlandais Harry Gregg, qui est un rescapé de la catastrophe de Munich, qui est un héros absolu et pour Belfast et pour Manchester. Mais pour George, le foot n'est qu'un jeu. Il le dribble, il pose le ballon, il finit de marquer en se mettant à plat ventre pour marquer de la tête. Et c'est quelque chose, et tout de suite les autres disent, mais tu te prends pour qui, tu es où? C'est à une époque quand même où le football est très hiérarchisé socialement et générationnellement. C'est-à-dire que les apprentis en Angleterre, entre 15 et 17 ans, ce sont eux qui nettoient le vestiaire des pros, ce sont eux qui cirent les chaussures des pros, qui leur préparent les affaires, qui les lavent. Donc il y a un apprentissage comme ça par la difficulté, par le respect. Et de voir quelqu'un qui fait comme ça, qui fait bouger les lignes en les faisant carrément éclater, c'est quelque chose qui fait dire à Matt Busby qu'il a quelqu'un de particulier sous la main. Il a conquis le ballon et seul, sans se presser, il descend vers le but adverse. Ô majesté légère, comme s'il courait dans l'ombre d'un dieu. Et ses pieds sont intelligents, et ses genoux sont intelligents. Magnifique est la gravité dure de ce jeune visage. Henri de Monterland. George Best joue son premier match de première division à 17 ans en 1963. À son deuxième essai contre Burnley, il marque un but. L'entraîneur Matt Busby décide alors de le titulariser. Au cours de cette saison, il marque 6 buts et Manchester finit second de la Ligue d'Angleterre, juste derrière les voisins de Liverpool. La saison suivante, avec George Best en attaque, aux côtés de Bobby Charlton et Denis Law, le trio fait des étincelles. Les Diables Rouges remportent le titre de champion. Et en 1967, de nouveau Manchester United s'impose sur les gazons anglais. Pour le public, George Best est une révélation, une sorte d'ovni, de virtuose. Il faisait quelque chose de sensationnel. Et on se retrouvait debout, involontairement, parce que ce qu'il venait d'accomplir était énorme. Son style de jeu n'était pas seulement athlétique, mais tenait aussi de la danse. C'était un artiste à part entière. Et il faisait des choses que d'autres n'auraient même pas tentées. Il était si élégant quand il courait avec le ballon. Il feintait les autres joueurs en les faisant se déplacer d'un côté pendant qu'il glissait de l'autre avec le ballon. J'imagine que cela se passe aussi dans d'autres sphères. Vous voyez quelqu'un qui chante et qui ne serait pas sur scène s'il n'était pas un bon chanteur. Mais quelqu'un d'autre arrive et chante une note de manière si exceptionnelle qu'on comprend qu'il est le seul à pouvoir le faire comme ça. George était un peu comme ça, dans son domaine. Il était tout simplement le meilleur footballeur que j'ai jamais vu. Il a 18 ans. Le sourire goguenard, l'insouciance de la jeunesse qui se croit tout permis est promise au sommet. Tout lui réussit. Ses coéquipiers et son entraîneur peuvent cependant lui reprocher de conserver trop la balle. George commençait à traverser le terrain, dribblant un joueur, puis un autre, et Bobby disait « George, passe-moi la balle !» Et George continuait son action, traversant le terrain dans l'autre sens, dribblant d'autres joueurs au passage, et Bobby Charlton disait « Au nom de Dieu, George, donne-moi quel beau but, George !» En d'autres termes, George avait dribblé tout le monde et marqué le but. Il n'avait donc besoin de personne. Il va apporter effectivement dans le jeu anglais une rupture avec les schémas très carrés du foot anglais. Donc il est à la fois, dans un premier temps,
Je veux dire, il est brillant, il est artiste, il est remarquable et remarqué par cette façon de ne pas jouer le jeu. Mais ce qui propulse cet enfant prodige au rang de star du football et le fait connaître au-delà des frontières du Royaume-Uni, c'est la Coupe d'Europe 1966. Le 9 mars, alors qu'il n'a encore que 19 ans, il exécute le Benfica de Lisbonne en quart de finale. Benfica qui était invaincu à domicile depuis 6 ou 7 ans de Coupe d'Europe. Et juste avant le match, Matt Busby, l'entraîneur des Reds, dit aux joueurs de Manchester « Bon les gars, le premier quart d'heure, on reste calme, on regarde, on bouge pas ». Mais au bout d'un quart d'heure, Georges avait déjà marqué 2 buts, fait une passe décisive. Il avait mis le feu au stade, le feu à Benfica, le feu à sa propre équipe. Et ce jour-là, forcément, il est devenu un joueur différent. Dès le lendemain, les journaux portugais l'ont surnommé El Beatle. Donc du coup, la légende était en marche. Et lui, pour accompagner un peu l'image, parce qu'il avait quand même un sens du spectacle qui dépassait juste les limites du terrain et de l'heure et demie du match, il avait acheté un grand sombrero à l'aéroport de Lisbonne. Il s'en était coiffé et avec sa grande veste de cuir, il avait vraiment l'allure d'un héros du jour au lendemain. Tout Georges Best est là. Le sourire entre ironie et timidité, la provocation et l'art d'attirer la lumière. C'est seulement au début des années 60 que l'Angleterre se remet entièrement de la guerre. Après des décennies de grisaille, coincé dans une société engoncée dans ses mœurs rigides, c'est le moment où la jeunesse britannique se réveille. C'est la révolution pop des 60s. La culture de masse succède à la culture de classe. Le Swinging England est né, avec les figures mythiques des Beatles, des Rolling Stones. Surfant sur la vague, Georges Best était une star. Il va devenir un phénomène. D'abord, le foot arrive à la télé. La télé arrive vraiment dans tous les salons. La mode arrive avec les mini-jupes et les nouvelles tenues, et lui devient un icône de la mode. Donc finalement, tout concourt à ce qu'il soit un phénomène sans précédent. Dans un domaine comme le football, qui apparaissait vraiment comme une sorte de bastion de la bonne moralité, bien faire son travail, respecter le public, respecter ses employeurs, respecter ses équipiers, etc. Mener la vie discrète. Voilà, Best, il fait ce que font les Beatles, il fait ce que font les sous-cultures qui se développent à l'époque. Les Beatles attirent les jeunes filles sur le marché du disque. George Best fait rentrer sur le marché des fans de football les jeunes filles. Et donc, fait du football une culture qui est plus seulement une culture masculine ouvrière, mais c'est une culture pop. On va accrocher au mur une photo des Beatles, on va accrocher au mur une photo de George Best. Toujours tiré à 4 épingles, changeant tous les jours de costume, il n'en a pas l'air, mais il soigne son look comme un acteur de cinéma. Tous les jours, il se rend dans un salon de coiffure pour entretenir le côté faussement négligé de son épaisse chevelure. C'est à ce prix qu'il devient une icône de la mode. Il crée sa marque de vêtements et ouvre un magasin à son nom. Et même sur le terrain, il impose son style qui déconcerte ses adversaires. Sa signature, un mélange de talent, de m'as-tu vu et de désinvolture. On savait les chanteurs à succès et les stars de cinéma assiégés par les cohortes de fans, mais l'on n'avait jamais vu cela pour un footballeur. C'est de la folie. Son nom seul suffit à remplir les stades et à faire rougir les femmes. Je me souviens très clairement de la première fois où j'ai vu George jouer pour Manchester. L'ambiance à Old Trafford était inexplicable. C'était comme dans un film. Entendre le rugissement de la foule à chaque fois qu'on mentionnait le nom de mon frère. Et quand il est rentré sur le terrain, j'avais la chair de poule. C'était incroyable. Le club a d'ailleurs dû embaucher 3 personnes pour répondre à son courrier. 10 000 lettres par semaine, des lettres de femmes pour la majorité. En cabotin qui a tout compris du star system, il monnaie son image, enchaîne les contrats publicitaires pour tout et n'importe quoi, pourvu que cela rapporte de l'argent. Il vante les produits de rasage, les maisons préfabriquées, les chaussettes, le chewing-gum, les céréales, les chips. Le football était un jeu d'hommes, comme le rugby. Mais les filles venaient pour voir George Best. Et elles achetaient des choses. Je me souviens qu'il avait fait une pub en Irlande pour des saucisses. Quel est le rapport entre les saucisses et le football ? Eh bien, George Best cuisait une saucisse et c'était la réponse. Il était devenu une superstar. La façon dont les gens ont commencé à voir le football a changé avec George Best au cours des années 60. En 1968, c'est l'apogée, lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions contre le Benfica de Lisbonne. Le stade de Wembley est en délire.
et vibre aux couleurs de Manchester United. Mais à la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité. Au début des prolongations, George Best marque le but salvateur. 10 ans après la catastrophe de Munich, Manchester United est champion d'Europe. De quoi tomber dans les bras de son entraîneur Matt Busby, qu'il considère comme un père. Il décroche cette année-là le ballon d'or du meilleur joueur accompagné de ses parents. Georgie Boy, comme on l'appelle affectueusement, est entré dans l'histoire. Mais l'homme de tous les succès est aussi celui de tous les excès. Il boit, dépense, flambe, achète des voitures de sport, de luxe, du clinquant, du bling-bling. Il achète mais revend aussitôt. En fait, il veut posséder, et se lasse immédiatement de ce qu'il a. Avec les femmes, c'est la même chose. Puisqu'il a le monde à ses pieds, il use et abuse en se donnant la peine de ne jamais tomber amoureux. Avec sa gouaille de Belfast, son goût de la fête, son sourire ravageur et ses dents du bonheur, il enchaîne les conquêtes. Oh, mon Dieu! C'était un aspirateur à minette. Toutes les femmes qui arrivaient dans son espace étaient aspirées par lui. Nous allions au restaurant. Les femmes laissaient leur numéro de téléphone sur un papier en passant près de la table. Quand on retournait à la voiture, on retrouvait des papillons sur le pare-brise avec tous les numéros des femmes. Quand j'étais avec George, quelle que soit la manière dont je m'habillais ou me maquillais pour être jolie, j'étais invisible, parce que tous les yeux étaient sur lui. Les hommes l'idolâtraient et les femmes le trouvaient tellement beau. C'était le charme irlandais typique, avec ses cheveux noirs et sa fossette au menton. Avec son insolence, il affirme: si on m'avait donné le choix entre dribbler 4 défenseurs puis marquer un but en pleine lucarne contre Liverpool ou me taper Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. George Best. Premier sportif poursuivi en permanence par les paparazzi, il est un merveilleux client pour les tabloïds. Il crée constamment l'événement. C'était le premier footballeur qui était à la fois sur les premières pages et sur les dernières pages des tabloïds. Les dernières pages des tabloïds, c'est toujours le sport, et les premières pages, c'est toujours les faits divers. Et lui, parfois, dans le même journal, il était devant et derrière. Il a toujours été comme ça. Il était capable de partir à Majorque pendant 3 mois avec 25 copains et de payer les vacances de tout le monde. Et c'était une orgie permanente. Et les tabloïds venaient glisser sous sa porte des propositions avec un chèque. Donne-moi une bonne histoire, voici 1000 livres. Ou parle-moi de telle femme, et voici 800 livres. Depuis que Matt Busby a raccroché son sifflet d'entraîneur, il n'y a plus personne pour cadrer George. Au sommet de sa gloire, il mène une vie de rêve dans une fête perpétuelle, une vie très éloignée de l'hygiène sportive. Les nouveaux entraîneurs de Manchester United ne savent pas s'y prendre avec lui. On peut le menacer et le mettre à l'amende, il s'en moque. Il partait à l'entraînement le matin et il s'entraînait très dur avec le reste de l'équipe. Il était le dernier à quitter le terrain d'entraînement. Après, il se changeait, montait dans sa Jaguar et allait à sa boutique dans le centre de Manchester. Avant de rentrer chez lui, il allait boire quelques verres. Et après, il rentrait chez lui pour faire une sieste. S'il n'avait pas la visite d'une dame, il pouvait dormir éventuellement, avant de repartir en ville pour retrouver les amis en discothèque et boire encore. Donc, il était peut-être celui qui s'entraînait le plus dans l'équipe. Mais on pouvait se demander pourquoi il s'entraînait, si c'était pour le football ou pour avoir l'énergie pour ses nuits dehors. Il était tellement en forme physiquement. Dieu lui avait donné un don, une capacité de récupération. Même s'il avait la gueule de bois de la nuit précédente, il pouvait aller sur le terrain, marquer des buts et être fantastique. Je ne connais personne qui puisse faire ça. Mais c'est sans doute cette illusion-là qui va aussi le précipiter de sa chute. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui était possible à 21, 22, 23, 24 ans, c'est moins possible quand il y en a 26 ou 27, mais lui, il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte qu'il va un peu moins vite. Il ne se rend pas compte qu'avant, quand il éliminait un joueur d'un dribble, il le laissait 10 mètres derrière et après tout le terrain s'ouvrait comme la mer Rouge devant Moïse. Et il ne se rend pas compte qu'à 26-27 ans, en vivant la même vie, une fois qu'il a dribblé un joueur, il continue d'avancer, mais le joueur revient et en fait maintenant il faut le dribbler 2 fois. Donc tout ça devient plus compliqué, c'est assez insensible et
Pendant très longtemps, il est porté par l'illusion de son génie et sa popularité l'empêche sans doute de voir réellement que son jeu est en train de s'éteindre tout doucement. Lui, si drôle, de si bonne compagnie, toujours entouré, est un dépressif qui se soigne dans les vapeurs d'alcool. Je me sens coupable. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Peut-être. Mais il était très malin, très intelligent. Quelquefois, quand nous sortions avec l'équipe, il buvait de l'eau. Mais ce n'était pas de l'eau qu'il buvait. Je ne voyais pas le serveur lui apporter ce verre d'eau, qui était en fait de la vodka. Je ne faisais pas attention à ça. Je pense avec le recul que George souffrait de dépression. Parce que je me souviens lorsqu'il a commencé à avoir des nuits blanches, à ne pas se raser, à manger des sucreries. Et maintenant, quand j'y pense, c'était les ténèbres qui l'enveloppaient. Et il partait pour 2 semaines de cuite. Moi, je pense que c'est la dépression qui a été le point de départ. En 1973, à l'âge de 26 ans, il annonce sa retraite. Vous allez vraiment arrêter le football? Oui, vraiment. Ma décision est prise. C'était un peu tôt pour arrêter à 26 ans, donc au bout de 3 mois, il s'était dit qu'est-ce que je peux faire d'autre de ma vie que rejouer, donc il était revenu à Manchester. Et puis en janvier 1974, cette fois, c'était vraiment la fin, il avait raté trop d'entraînement, même certains matchs. Il était parti 4 jours à Londres avec une actrice, Shagnette Cusack, au lieu d'aller avec son club à Chelsea, et voilà, il était toujours déclaré manquant, donc Manchester en avait eu marre, il avait vraiment libéré de son contrat. Dès lors, sa carrière flamboyante est terminée. Plus que jamais, il vit la nuit, surtout qu'il possède 2 nightclubs, le Slack Alice et le Oscar, une boîte de nuit sur plusieurs niveaux. Mais le ballon lui manque, ou plus exactement, le public, les applaudissements, les acclamations. Il a besoin d'être aimé. Alors il reprend du service pour des clubs de seconde, de 3e zone qui le paient très cher afin qu'il les honore de son nom. Il a joué pour une alliance juive en Afrique du Sud, pour un club ridicule en Australie. Et après, il a joué 3 matchs à gauche, 3 matchs à droite. Et on va dire que son art a complètement chuté. Le seul moment où le foot est revenu un peu dans ses veines, et plus que l'alcool, ça a été au début de son aventure américaine en 1976, quand il arrive au Los Angeles Aztecs. Il s'astreint vraiment à une vie un peu plus disciplinée. Il retrouve le rythme du foot, le rythme de l'entraînement du matin, le rythme des copains, du vestiaire. Et là, il fait quand même quelques très bons matchs pendant quelques temps. Ça va lui permettre de revenir jouer en 2e division à Fulham, de faire un début de saison fantastique, mais avec lui, rien ne durait. Revenant à Londres, il avait fait 3 mois fantastiques, et puis au bout de 3 mois à Londres, il avait déjà repris toutes ses mauvaises habitudes, et c'était le début de la fin. Il n'est plus qu'un bon joueur de 2e division, même si son nom suffit à remplir les stades. Surtout qu'il ne s'assagit pas avec l'âge, et continue de s'appuyer sur ses 2 béquilles pour avancer, l'alcool et les femmes. Il lui reste la légende et les regrets. Il sait qu'il a gâché son talent par sa vie nocturne de débauché, qu'il aurait pu étonner le monde quelques années encore. Il le reconnaîtra un jour. Je suis né avec un don particulier, et parfois un tel privilège s'accompagne d'une tendance à l'autodestruction. Même après avoir raccroché les crampons définitivement, en 1984, à l'âge de 37 ans, George est resté une vedette, un bon client des médias, toujours prêt à distiller une petite phrase, un trait d'humour ou une vacherie. Mais s'il se partageait autrefois entre les pages sportives et les pages people, il commence à faire parler de lui dans la rubrique des faits divers. Il connaît la prison en 1984 et 1994 pour conduite en état d'ivresse et se rend parfois dans les émissions télévisées en titubant. La couronne du roi est à terre. Best, qui n'a jamais compté, est ruiné. N'a plus de domicile fixe. Il en est réduit à vendre ses souvenirs, ses maillots, ses trophées, avant qu'une chaîne ne l'embauche comme commentateur sportif et ne lui assure un traitement régulier. Il se remarie en 1995, à l'âge de 50 ans, avec une poupée blonde de 26 ans plus jeune que lui. Le cœur de Georgie Boy était trop dur ou trop mou, mais ce n'était pas son organe le plus fragile. C'est le foie qui lâche le premier. En 2001, il est hospitalisé pour une cirrhose, mais son foie est tellement malade qu'il n'y a plus qu'une seule solution pour éviter la mort.
la transplantation. Il sort de l'hôpital en fêtant son nouveau foie par une tournée générale. Au bout de ce suicide, il y a naturellement la mort. En octobre 2005, il rentre à l'hôpital pour une dernière fois et vend le reportage sur sa déchéance à News of the World. Il s'éteint le 25 novembre 2005, entouré de son père et de son fils. Dans le cortège funèbre, une couronne avec ces mots « Maradona good, Pelé better, George best ». Il y aura d'autres meilleurs joueurs, d'autres pop stars du football, et George s'enfoncera dans l'oubli. Pour être vraiment reconnu par vos pairs, par le monde du football, vous devez jouer une Coupe du Monde. Pas nécessairement la gagner, mais y participer. C'est le sommet de la carrière d'un footballeur. Et George n'y a jamais participé avec l'Irlande. Il n'a jamais pu la jouer, malheureusement. Mais lui aura été le premier à connaître cette célébrité délirante qui finalement l'a dévoré. Étrange George Best, le meilleur peut-être, qui derrière son insouciance et son sourire désinvolte, dissimulait la peur de la solitude, la pulsion suicidaire et l'autodestruction, mais sans jamais perdre son sens de l'humour. J'ai dépensé 90% de mon argent dans l'alcool, les filles et les voitures de sport. Le reste, je l'ai gaspillé.